Merci à toi, Pascal, d'avoir accepté d'être là, Volontiers, de t'être investi corps et âme avec dans plaisir. cette préparation. Et je dois dire que tout l'aspect technique a été pris en charge par Pascal. Oui, c'est pour ça que si ça ne marche pas... Je vais me présenter en un mot, donc philosophe, un petit peu musicienne et intéressée par la musique, par la création musicale en particulier. Donc j'ai publié un ouvrage qui se trouve aussi ici, puisqu'il y a tout dans cette médiathèque. Il est là, donc on pourra le montrer après. Et donc j'aime beaucoup... Un ouvrage qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Création musicale. Et dans lequel j'avais déjà inséré en fait des entretiens avec des compositeurs et des interprètes bien vivants. Parce que quand on pense musique, quand on pense compositeur, on pense souvent à des personnes de l'histoire, du répertoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole et d'avoir des occasions de présenter la musique qui est en train de se faire. Et donc, voilà. Donc, la première question que j'avais envie de poser à Pascal, c'est finalement, comment devient-on compositrice ? Ah, ça c'est des questions. Des questions, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas à l'avance, hein, pas forcément. Ah non, ça j'imagine. Peut-être je parlerai de mon enfance. Je pense que c'est important. Mes parents étaient peintres tous les deux. Et je pense qu'ils m'ont appris un certain rapport avec la façon de se concentrer sur un travail comme ça, improbable au départ. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je les voyais faire à longueur de journée, les deux. Donc, ils ne s'occupaient pas beaucoup de moi. Donc, j'ai fait pareil. Je me suis mis à faire mes trucs. Et je pense que voilà, il y a un rapport comme ça à l'observation, à la construction de quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Il fallait toujours que j'aille jusqu'au bout. Et puis la méthode aussi, créer de la méthode, créer sa méthode. Voilà, je parle de mes parents parce qu'ils étaient assez opposés à l'institution. J'ai été élevée dans un contexte où eux, ils avaient 20 ans à la Libération, donc ils étaient très dans les années 50 et dans un rapport où se concevait une façon assez autodéterminante de créer du différent, de créer son univers, son imaginaire. Pour dire qu'ils n'ont pas cherché à me soutenir particulièrement. et que mon père disait on n'encourage pas les vocations. Donc, mais la musique quand même, parce qu'ils n'étaient pas musiciens. Ça, c'est ton affaire de découvrir la musique. Oui, donc en fait, mon petit monde, pour survivre dans cette concentration quotidienne, c'était plutôt de travailler sur des rapports avec des objets, des sons, des observations beaucoup, et des dessins que je faisais avec tous les rapports de sons qui étaient présents à des distances, voilà, un théâtre, quoi. Et tu as commencé par le piano ou... J'ai commencé par la guitare. Guitare. Oui. La flûte, la clarinette. Voilà. Je suis allée jusqu'à un niveau professionnel en clarinette. Et ensuite, je n'ai pas poursuivi. Non, je n'ai pas poursuivi parce que je m'intéressais à trop de choses. Et je m'intéressais à l'écriture. Et je m'intéressais à l'écriture musicale, mais pas seulement. Et donc, je me sentais voilà, face à un monde beaucoup plus ouvert, qui aussi, c'est compliqué. Pourquoi un instrument attire mieux certaines personnes et peut-être moins d'autres, il y a beaucoup de facteurs. Oui, tout à fait. Moi, je me sentais irrégulière, en fait, dans ma... J'étais inconstante par rapport à l'instrument. Non, je n'étais pas inconstante, mais la constance me demandait beaucoup. J'étais pas inconstante, en fait, mais il y a une constance
de l'instrumentiste, de l'instrumental qui est vraiment très exigeant. Bien sûr. Et il ne faut pas se disperser ailleurs et ça règle une vie. Écrire aussi, ça règle une vie, hein, mais bon, autrement. Alors, lors de tes études, j'ai noté que tu avais fait de l'ethnomusicologie. C'est quelque chose qui a compté pour toi ou ça fait partie de ces multiples sources d'enrichissement personnel? J'ai quand même été en conservatoire. Oui, 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 tout à fait. Il y a quand même une transmission. Mais mon premier cours de composition, c'était avec Manoury. D'accord. Et c'était où, dans quel contexte? Et c'était au conservatoire de Montreuil. D'accord. Ben ouais, il a enseigné au conservatoire de Montreuil il y a longtemps. Hein. D'accord. Et donc, tu me demandais, oui, l'ethnomusicologie, c'est venu à la fin des... Ça, c'était dans le cadre de l'université de Vincennes, où je m'étais inscrite, où on pouvait ne pas faire grand-chose, mais on pouvait aussi travailler beaucoup et rencontrer des gens très intéressants. Et parmi ces personnes qui m'ont beaucoup marquée, il y en a trois. Il y en a une, c'était Claude Laloum, oui, qui faisait un cours d'ethnomusicologie. Et en fait, comme il était très... C'était des êtres, tout ça, c'était des êtres de recherche. Hein. C'est une époque où la question de fabriquer de la connaissance était quelque chose d'assez créatif, je dirais. Alors, pour parler de Claude Laloum, il nous faisait lire Simondon par rapport à la question des formes. Et donc, ça m'a influencé beaucoup parce que Simondon considère la forme comme quelque chose de dynamique et qui se constitue avec la circulation, si je peux dire, des tensions. Et il n'y a pas de rapport à des systèmes stables, en fait. Hein. C'est beaucoup les variations, c'est beaucoup la variable c'est la métastabilité. Donc, pour aborder les cultures d'autres mondes, d'autres cultures que les nôtres, il se posait la question de comment nous, on allait aborder la question de la forme et comment notre conception devait vraiment se construire avec des éléments d'observation, des éléments de cartographie, et non pas calquer, plaquer. C'est comme ça que je n'ai pas plaqué le système tonal sur la musique africaine qui m'a intéressée pour son chromatisme, qui n'était pas un chromatisme scalaire, mais un chromatisme en fait qui engageait beaucoup plus d'opacité en fait. Voilà, ça m'a intéressée. Ça t'a intéressé? Et je suis allée donc avec lui, avec Claude et Jean-Louis Florence à l'époque. On était partis à 3. Et moi, Jean-Louis, lui, voulait retrouver certains oiseaux parce que c'était un élève de Messiaen. Et enfin, on s'est séparés et moi, je suis allée 2 mois en forêt, en grande forêt profonde. Où? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alors, tu parles de ton intérêt pour les micro-tonalités, micro-intervalles. Et c'est peut-être l'occasion d'écouter ta toute première pièce, si j'ai bien compris. Ah bah oui. Mémoire. Oui, oui. Alors, on va parsemer nos échanges de courts extraits. C'est un petit peu le souci c'était le choix hein, de mettre un petit peu pour que tout ça devienne un petit peu concret pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc ça, c'est une pièce de 80 en fait. Mais quand même, avant de faire écouter ça, il faut que je raconte que une seconde personne qui a été importante pour moi dans le cadre de Vincennes, de Paris 8, de l'époque, hein, c'est-à-dire
des années 73, 72, 73. C'est Jean-Étienne Marie qui avait ouvert en fait les premières classes, je crois, d'électroacoustique, première avec le GRM, je ne sais plus quand ça comme oui 50. Et il avait ouvert à la Schola Cantorum une classe d'électroacoustique. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne séparait pas du tout le son produit par les machines et les sons dont on pouvait manipuler avec les instruments. Et donc, il s'était beaucoup intéressé aux instruments construits par Carrillo, Julián Carrillo, qui était un Mexicain, un compositeur mexicain. Ça remonte quand même assez loin, parce qu'il est mort en 1965, et qui avait construit 16 pianos qui allaient du piano en ton, et puis en tiers de ton, en tiers, en quart, en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y avait 16 pianos dans son grand espace au Mexique. Et le 16e est celui qui était exposé à l'exposition universelle de 50, je ne sais plus, de 54, je crois. Et donc, il l'avait gardé, et cet instrument m'a intéressée parce qu'il était à la Schola Cantorum, j'ai pu y toucher. Et ensuite, je l'ai suivi, cet instrument. Il s'est trouvé qu'il est resté un petit peu dans les parages de Paris. Et donc, cet instrument, ça a été vraiment l'instrument sur lequel j'ai appris à me repérer, à avoir des idées avec ces rapports sonores-là, très étroits. Et ça, c'est la première pièce que j'ai écrite donc, pour cet instrument. Sinon, on ne comprendrait pas. Et comment j'écrivais à l'époque, ça, je me mettais sur 2 portées, et puis c'est les doigts qui sont écrits, c'est pas les hauteurs. Et je traduisais pas les hauteurs en dessous, ça je l'ai fait après. Mais la première, non. Et simplement, comme le clavier entier un peu plus grand, il y a 95 touches, fait une seule octave. Voilà. Donc, si vous voulez, la course, le mouvement, le temps de la main se joue sur une surface bien plus grande, du coup. Ce qui fait quand même pas les mêmes gestes. Et c'est très intéressant le rapport du geste aux instruments, selon comment ils sont bien sûr construits, mais aussi comment ils sont accordés.
Donc en fait, comme vous pouvez l'entendre, la hauteur est floue et en fait, oui, c'est ça, les intervalles se contractent et se dilatent. Et c'est cette espèce de mise un peu en, en- en suspension, enfin comme dans l'eau, quoi, enfin, qui était intéressante parce que de l'air de rien, ça défait l'idée que un rapport de son n'est, est fermé, en fait, est fixé. Ça met que les rapports de son, ça entraîne une certaine, un certain ajustement constant dans les relations sonores, en fait. Il y a ça, et puis le fait aussi, bon, malgré là, il y a aussi, selon les épaisseurs, la façon dont l'oreille va considérer que les sons fusionnent, donc il y a des petits clusters, disons, hein, ou bien que l'oreille va discerner des sons différents, plusieurs sons et différencier. Et donc c'est cet aspect, je dirais, psychoacoustique, d'une part, qui est donc lié à la perception, qui m'a intéressée, et puis celui d'une hauteur qui n'est pas fixée. Et au milieu, le fait que ça transforme quand même beaucoup le timbre. Donc voilà, c'est un peu les trois. Oui, c'est des éléments qu'on va retrouver dans tes pièces, même très récentes en fait. Hein. C'est toujours, Oui. on va dire, un petit peu ton fil conducteur. Et alors, par rapport à ça, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est après que tu rencontres aussi la musique de Vishnekharski ou Oui, tout c'est en se passe dans les parallèle, tout années se passe 70. à peu près à ce moment-là? Oui, parce que Parce là, que ça c'est au bout des années c'est 70. ça, parce que là, c'est une rencontre qui a été très importante aussi pour toi. Oui, oui. Oui, c'était important. Et quand je dis rencontre, en fait, je me suis posé la question, je ne t'ai pas demandé, c'est quelqu'un que tu as rencontré personnellement ou c'est juste sa musique que tu as rencontré? Non, c'est lui. C'est ça, oui, c'est ça, c'était la question que je me posais parce que j'ai oublié de te le demander. Donc tu l'as rencontré effectivement, pas que sa musique. Oui. Alors il faut peut-être dire en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas ce musicien, en tout cas il travaille sur la microtonalité aussi enfin, il y a une inspiration, on va dire, un petit peu mystique derrière cette recherche quand même, non? Parce que son idée, c'est quand même d'avoir une sorte de continuum sonore qui n'est pas uniquement acoustique, il me semble. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Oui. C'est un russe, d'accord. C'est plus compliqué parce qu'il est très matérialiste aussi. D'accord. Et très. Oui, ça peut aller avec. Ouais. Oui. Il y a vraiment un matérialisme structurant, structurel, sur lequel, c'est vers la fin de sa vie, je pense qu'il a eu une vie très difficile, hein, vraiment très dure. Oui, il y a un penchant cosmique, disons. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Russie, il y a quand même souvent quelque chose qui, dans la culture, prend une dimension comme ça, ancrée dans un monde. Parce que c'est pas un mysticisme steinerien ou Gurdjieff, tout ça, c'est pas ça du tout. J'étais contre, n'était pas du tout. Voilà. Mais donc, il était quand même visionnaire, hein, et on peut dire assez très monocentré sur son idée. Et son idée, c'était, elles sont multiples, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, et d'autres d'ailleurs, parce que quand j'ai travaillé avec lui, son monde me paraissait vraiment immense, beaucoup trop grand pour moi, et me faisait peur, à vrai dire. Et donc, j'ai ressenti... par contre, j'ai travaillé, on a échangé, j'ai beaucoup reçu de lui, mais ça n'est que plus tard, en revisitant en fait son œuvre et ses écrits, que j'ai mesuré et accepté aussi d'accueillir ce qu'il avait pensé. Mais au début, j'étais un peu sur mes gardes. Donc, tu me demandes si ça m'a influencé. Oui, donc lui, je dirais que c'est... ce que j'ai gardé de lui, c'est un peu dans le même fil quand même. C'est la question de la perception, d'un élargissement de la perception
qu'il présente comme tel. Et que les systèmes, de ne pas confondre ce qu'il appelait la pansonorité, c'est-à-dire tous les sons qui peuvent coexister, imaginer, une espèce de grand imaginaire, une projection, hein, un infini, quoi, un infini de relations, et que les systèmes musicaux ne devaient pas s'interdire, ne devaient pas créer des lois pour s'empêcher d'extraire les relations. Donc en fait, son travail, c'était beaucoup d'extraire des propriétés, en l'occurrence quand même acoustiques et harmoniques, enfin pas harmoniques dans un système harmonique, mais dans un système acoustique. Et de travailler avec ça, en fait, de travailler avec un plan ouvert complètement des relations sonores. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et sa manière aussi de hiérarchiser, de créer des méthodes d'analyse, en fait, de travailler sur des cartographies, donc il en a fait énormément, y compris par des dessins. Et j'ai pris ça, cette dimension-là. Maintenant, ma musique ne ressemble pas du tout, je pense. Oui. Non, mais c'est une inspiration. Donc, ce n'est pas dans la question esthétique, c'est plutôt dans la question technique, pratique. Et il y a une autre personne qui, je pense, a été importante pour toi aussi, dont la musique a été importante pour toi, c'est Gérard Rizet. Oui, tu m'avais dit, c'est ce que tu m'as dit en tout cas. Alors je veux bien que tu te dédises, mais c'est la même époque. Oui. Et donc j'avais entendu, c'était je crois, en 76 par là, je me rappelle, je crois que c'est 76. J'avais entendu Partiel et j'avais été voir Gérard à la fin parce que vraiment c'était une musique tellement différente, tellement pensée d'un autre point de vue et qui me touchait énormément. Et donc, ça, 76, il m'a dit, on n'a qu'à se rencontrer. Donc, en fait, il habitait la rue à côté de la mienne. Et donc, on a pris la régularité de se voir à titre privé, hein, à titre même, je dirais, amical, régulièrement. C'était une façon très... À l'époque, Griset disait qu'il ne voulait pas enseigner. C'est pas ce qu'il a dit plus tard, mais à cette époque-là, il ne voulait pas enseigner. Et il me disait, tu as autant à m'apprendre que moi, que j'ai à t'apprendre. Donc on était sur cette base-là, qui était une base bien je dirais post-68, parce qu'il avait évidemment beaucoup plus à m'apprendre que l'inverse. Mais c'était très modeste de sa part. Et donc, on travaillait sur ce que j'amenais, on improvisait, il y avait un sitar, c'était un sitar qu'il avait. Non, tempora, non, c'était le... Ah, ça, je ne sais pas. Dixocet. Hein? Oui, il y avait du Dixocet. C'est moins poétique. Et voilà, on étudiait des partitions. Il m'a donné les partitions de Chelsea parce qu'il revenait de Rome à ce moment-là. Et moi, je lui ai donné les partitions de l'équatoire de Vichnegradsky. Donc, il m'a donné l'équatoire de Chelsea. Et puis, on a travaillé sur ces partitions. Et après, il est parti aux États-Unis, je crois. Il me semble que c'était quelques temps après, quelques années, fin 70. Donc, pour moi, c'était une révélation. Et ça s'est concrétisé d'autant plus quand j'ai pu mesurer au fil de l'analyse synthèse qui
qui s'est développée dans les années 80 à l'IRCAM, où cette façon de pouvoir dénombrer les composantes du son, de pouvoir comprendre comment elles se hiérarchisent, comment elles constituent le son, comment le son n'est rien d'une certaine manière que une sorte d'échange et de... Il y avait cette conception chez Wisniewski de densité ou rareté. Pour moi, ces éléments-là se recroisent. Et puis, c'est une étude vraiment qui était révolutionnaire, celle de Grisel. Après, je peux dire des choses qui m'ont... Le rapport au temps, le rapport au spectre, bien sûr. C'est ça que je parle, hein, sans dire le mot spectre. Et le rapport à la force du son aussi. Je pense que c'est important de ne pas réduire le son à des éléments qui sont en fait partiels, comme la note. Exactement, oui. ou comme de s'ancrer dans la perception, vraiment. Alors, peut-être tu peux nous passer un extrait de cette époque-là, peut-être, de Tim. Oui, Tim. Tim, c'est pour un piano légèrement réaccordé. Un piano normal, avec quelques notes c'est celles qui sont encadrées, je crois, ouais, qui sont déplacées. En fait, c'est Jean-Étienne Marie qui m'a soumis cet accord, puisque c'était une commande du CIRM, puisqu'il était le fondateur du CIRM, du Centre international de recherche de la ville de Nice, musical de la ville de Nice. Voilà. C'est juste le début, donc le début c'est assez léger, mais c'est sur ce disque, là. Parce qu'après ça se densifie. Moi, mes pièces, elles commencent souvent assez soft. Et puis après, ça se gâte. Ça se gâte. Ben, dans cette pièce-là, en fait, la partie synthèse, c'était... Bon, là, ce sont beaucoup ces sons un peu de résonance, mais bon, dans la suite de la pièce, c'est des sons de plus en plus centraux et certains très graves. Bon, c'est bien sûr l'homo, on peut dire... une sorte
rapprochement hein, entre les deux médiums, mais c'est aussi une sorte de dérive. Peu à peu, tous les intervalles se décalent progressivement. Et en fait, j'ai travaillé une idée de spirale, c'est-à-dire qu'en fait, les intervalles, c'est comme la première pièce, ils respirent, enfin, ils sont flexibles. Et du coup, on se retrouve dans une harmonie qui se contracte et se dilate. Voilà. Ça, c'est quand même une idée de Vishnevetsky, enfin, qui est poussée plus loin et ailleurs, bien sûr. Tout à fait un autre endroit. Mais et en fait, on me dit quand on entend cette pièce que on n'entend peu que c'est en intervalle micro-intervallique. Enfin, disons que parce qu'en fait, les intervalles se déplacent, mais ils restent audibles pour eux-mêmes. Mais il y a de plus en plus après de distorsion. Oui, si tu peux le dire comme ça. On dit ça maintenant. Ouais. on dit distorsion. Oui, parce que c'est un terme technique au départ. Alors j'aimerais revenir sur une autre rencontre extra-musicale qui a été importante pour toi. C'est la rencontre avec Gilles Deleuze à Paris 8, qui t'a permis à la fois d'avoir des échanges bien évidemment avec lui d'ordre philosophique, mais aussi là je pense que tu as une vraie part active sur sa découverte de tout un champ musical qui lui aurait peut-être échappé si ne t'avais pas rencontré là, pour le coup. Si Deleuze aurait été autant intéressé par la musique si tu n'avais pas été un petit peu dans ce rôle de conseillère musique. Oui, je me le suis jamais dit comme ça, mais c'est vrai que c'est vrai que voilà, comme les rencontres hein, d'ailleurs, c'est bizarre comment ça se passe, c'est pas prévisible. Absolument. D'aller à Paris 8, assister à ces cours, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait ou ça Non, j'allais chercher une copine. D'accord. Non, moi, la philo, je me sentais pas du tout au diapason pour la philo. J'avais beaucoup à faire avec à faire avec la musique et j'étais débordée en fait. Hein. Donc c'est Deleuze qui a déclenché quelque chose que j'aurais pas imaginé. Donc il avait besoin de quelqu'un pour l'aider parce qu'il s'intéressait au chromatisme et il voulait comprendre comment le chromatisme jouait dans la musique, quelle fonction, enfin il avait une certaine idée mais il voulait plus. Et donc de ce jour-là où je suis allée chercher cette amie, j'étais un peu en avance, donc j'ai assisté dans ce truc tout enfumé, où il y avait plein de monde et tout ça. Et alors il parlait de Spinoza, il parlait de continuité, continuum, machin. Et puis à un moment il dit oui, si quelqu'un pouvait m'aider avec le chromatisme, ça serait une bonne chose, ça me serait très utile. Et puis après, il a redit ça un peu autrement, puis encore, et je crois que la 5e fois, il a dit de manière un petit peu plus impérieuse, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait m'aider avec le chromatisme? Et j'ai levé la main. Et la salle s'est vidée par cette petite porte étroite, grise, là, en métal. Et puis, il y avait Deleuze qui était là, avec ses lunettes, comme ça. Et il faisait ça. En faisant ça avec la tête. Et alors, moi, je cherchais derrière moi. Et puis, il a fait ça jusqu'à ce que j'arrive. Voilà, comme on tire un fil. Un poisson. Et en fait, oui, il m'a dit on pourrait travailler ensemble. Et je lui ai dit non. Je vois pas du tout comment on pourrait travailler ensemble. Et il m'a dit, tu pourrais, il m'a tutoyé tout de suite, tu pourrais apporter, je te donne un quart d'heure au début des cours, et tu pourrais apporter de la musique, et tu nous expliquerais à chaque fois en quoi le chromatisme joue
Un rôle. Et donc j'ai fait ça. D'accord. Et puis à partir de là, j'ai été très curieuse de savoir ce qu'il lui, il allait en faire. Et du coup, j'ai lu ses livres. Et puis je me suis intéressée. Et on est devenus très proches et jusqu'à sa mort en fait. Mais pour dire ce que j'ai appris en lisant ses livres, moi de mon côté, ce que j'ai appris, c'est il y a plusieurs concepts je crois, qui résistent autant pour moi. C'est sa conception, ce qu'il appelle la multiplicité. Donc moi, en fait, je raccorde ça à la multiplicité sonore et le fait que dans ce qu'il appelle multiplicité, c'est-à-dire une multiplicité, ça n'a pas de bord, ça ne fait que croître avec ce qui l'occupe, avec ce qui comment vous dire, c'est un concept, donc c'est toujours difficile. C'est la question de la conception de la forme en fait qui est en jeu là-dedans. C'est la forme se constitue avec ce qui la nourrit. Ce qui la quoi? La nourrit, en quelque sorte. Oui, avec les dynamismes, avec le jeu différentiel des dynamismes. Alors, c'est des mots, mais ça veut dire qu'il faut une méthode pour penser comme ça. Et cette méthode, elle s'approchait bien de ce que moi j'avais déjà un peu associé avec Simondon, parce que c'est un grand simondonien, Deleuze. Et donc, en fait, tout ça s'est mis à résonner. Wyszynski, tout ça s'est mis, j'ai trouvé, disons, les connexions qui pouvaient renforcer pour moi le travail sur des petits éléments dans une conception de forme qui est beaucoup plus en transformation dynamique qu'en quantité structurelle, je dirais. Alors, tu peux peut-être nous faire écouter un extrait justement d'une pièce qui s'appelle Reprenons. Alors, on ne sait plus si c'est lui qui reprend cette idée ou toi qui la reprends. Ah oui, ça. Hein, mais ça me paraît un peu vieux, oui, c'est ça. Ah bah, écoute, oui, mais ça sonne. Mais oui, mais ça, je l'ai écrite assez vite parce que c'était pour son décès qu'on me l'a demandé. On m'avait demandé quelque chose. En fait, la ritournelle et le galop, c'est un cours de Deleuze. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est un concept aussi. Et donc, la ritournelle, c'est ce qui se répète, et le galop, c'est le vecteur de vitesse qui traverse la répétition. J'avais été très frappée par ce cours, parce que je sentais qu'il était vraiment inspiré ce jour-là, et que ça traitait, pour une fois, dans son esprit de quelque chose qui était particulier à la musique, de ce qu'il a appelé... que la musique est capable de créer ce qu'il appelle des identités paradoxales. Et il trouve qu'il n'y a qu'en musique qu'on peut aller sur ce terrain-là. Parce qu'il attribue à chaque art des systèmes de signes différents qui font qu'il y a une pensée dans le cinéma, il y a une pensée dans les arts visuels et qui n'est pas la même que la pensée dans la musique. Donc en fait c'est un hommage, cette pièce-là, mais c'était intéressant parce que du coup je ne l'avais pas fait avant et c'est là que j'ai compris que ce fameux piano qui était en 16e de ton du début, en fait je pouvais trouver cet accord sur une guitare, ouais. Et c'est là que je l'ai imaginé. Donc en fait, avec les 6 cordes d'une guitare frétée en quart de ton, eh bien, on obtient 6 fois 6 différences par quart de ton. Alors... C'est-à-dire que c'est la même note, c'est ça? C'est 6 cordes sur la même note. Oui, pardon, oui. Oui, il faut préciser. Mais parce que comme il y avait le schéma, je me suis dit, mais bon, ceux qui veulent vont comprendre et puis on peut discuter après.
que vous voyez en haut, ce sont les doigtés, c'est ce que les doigts font. Et ce que vous voyez en bas, ce sont les hauteurs réelles. C'est ce qu'on entend. Voilà. Donc, c'est différent de la première pièce. Ce qui est semblable, c'est que c'est mesuré, mais de manière extrêmement souple. C'est pas métrique. Enfin, disons, c'est pas vraiment métrique. Néanmoins, la pièce est toujours la même. Hein. Et à l'époque, je marquais même pas marquais le nombre de secondes au-dessus. Après, j'ai pu faire ça. Donc là, c'est un ouvrage que tu as co-dirigé avec Jean-Marc Chouvel, qui était consacré au rapport de Gilles Deleuze avec la musique. Donc là, Voilà. vous pourrez le regarder. Alors, je pense que maintenant que pour ceux qui ne te connaissaient pas, qui ont écouté un petit peu ta musique, on voit que ta musique est assez minimale en fait. Elle tient sur des petites nuances et avec cette volonté, vous l'avez aussi entendu, tu l'as dit, mais je pense qu'on l'entend bien, cette volonté de sortir du monde un peu figé des notes en fait. Hein, ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore tout à fait propre à ton esthétique. Et je voulais juste te citer toi-même dans un article où tu décris un petit peu ton rapport à ta cuisine interne, on va dire, où tu écris que pourquoi en fait ce travail sur le microtonal est important pour toi. C'est que ces intervalles minimes révèlent les qualités du son, des composantes complexes du timbre, et ces très légères différences stimulent la conscience des sensations. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Ces variations de vitesse et les degrés d'énergie qui sont impliqués dans les transformations dynamiques. Je pense que dans cet extrait, ça résume bien les points forts de ton esthétique, il me semble. C'est quelque chose qui caractérise à la fois ce qu'on a entendu là, qui sont des pièces qui commencent à dater, et aussi des choses qu'on va écouter qui sont peut-être plus récentes, avec des effectifs aussi plus importants. C'est ça qui m'intéresserait qu'on écoute, parce que là, on a des pièces solistes. Et donc, tu as aussi écrit pour ensemble. Et la première que j'aimerais qu'on écoute, c'était Territoire imperceptible. Donc déjà, les titres, je pense aussi, il y a les titres rendent compte aussi de cette sensorialité qu'il y a dans ta musique. Donc, ça reprend vraiment la guitare comme on l'a, très proche comme on l'a entendu. C'est pour ça que Et c'est le début de la pièce. Donc, on entend tous les débuts.
avec peu d'instruments, tu arrives à obtenir une certaine ampleur en fait orchestrale, avec seulement 3 instruments, avec tes jeux justement de résonance. Et c'est ça que je trouve assez impressionnant, avec aussi peu d'instruments, d'arriver à... Ils sont dans le même produire ça. registre. Oui, mais... C'est- oui, bien sûr, il y a des explications, certainement. Oui, mais- ils sont dans le même registre. Et puis, quand on joue avec des intervalles très proches, il y a aussi un effet de chorus, il y a un effet de prolongation en fait de la résonance. Et voilà, en fait, ça peut être intéressant ou pas. Mais enfin, disons que ça modifie le timbre réciproque. Parce qu'en fait, il y a une activité particulière qui est une vitesse de vibration qui n'est pas la même que si on est dans des intervalles plus grands. Le flou, mais c'est pas seulement le flou parce qu'il y aurait des hauteurs mélangées, c'est ce qui se crée entre les sons. C'est ça. Et ça, en fait, ça s'est mis à m'intéresser de plus en plus aussi pour les pièces suivantes, de travailler sur qui est vraiment entre et comment contrôler en fait justement cette matière intermédiaire. C'est amusant. Je pense que ce qui serait intéressant par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est de passer à la pièce pour accordéon justement, et quitte à revenir et terminer sur Alter. Hein, mais juste parce que Pascal, comme beaucoup de compositeurs vivants, aime travailler avec les instrumentistes, bien évidemment, en partenariat étroit. Mais le plus souvent, enfin, il me semble, très souvent, les compositeurs s'informent de techniques de jeu, de recherche de sons un peu inouïs, et ensuite écrivent leurs partitions. Et voilà. Et je pense que toi, ton partenariat est très étroit avec les instruments. Enfin, peut-être de plus en plus, hein, tu me diras. Oui, enfin. Hein, il y a enfin en tout cas pour la pièce pour accordéon, et alors qui justement reprend cette idée-là que tu viens d'exposer de résonance entre, et qui produisent des acoustiques un peu particulières du fait des résonances entre les jeux des instrumentistes, et aussi avec l'acoustique du lieu, puisque cette pièce-là, jouée dans des acoustiques différentes, va produire vraiment des modalités acoustiques spécifiques. Ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette pièce. C'est pour ça qu'il me paraissait judicieux, comme tu parlais de ça, qu'on écoute ça là, et ensuite on terminera peut-être par Alter pour laisser un petit peu la parole de toute façon. C'est vrai que ça m'a intéressé de plus en plus de prendre en considération à quel point le son se fabrique dans sa diffusion mécanique, mais aussi à l'intérieur des instruments, entre les instruments et aussi entre les instruments et la salle et le lieu où on se trouve. Et donc j'ai fait beaucoup de choses par rapport à cette perception spatiale du son, enfin, qui n'est pas que spatiale, hein, qui est de la réciprocité des modes propres, en fait. J'ai été expert, enfin, je ne sais plus comment on appelait ça, à l'IRCAM, sur le programme Mosaïque, avant que ça devienne Modalis. Et en fait, c'est ces conceptions de la lutherie virtuelle qui m'a donné envie de tenter de considérer les matériaux en général comme présents dans la constitution du son qui est en train de vivre. Et donc, ça a orienté quand même. J'ai travaillé dans des espaces très différents, à la Ville de la Savoie, au couvent de la Tourette, dans des lieux que j'ai littéralement que j'ai transformé en théâtre de son, comme j'aimais faire quand j'étais enfant. Tout ça, ce sont des expériences qui s'accumulent, qui résonnent dans autre chose. On apprend des choses là, on s'en sert ailleurs. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte avec les accordéonistes, je suis arrivée avec quelques propositions sur des choses qui existent, mais on les a cherchées, on les a approfondies, et on a découvert ensemble qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'on croyait, et aussi que
ce champ-là de la technique du bend, notamment. Tu peux expliquer la technique du bend? Le bend, ça veut dire courber, hein, infléchir en anglais, et donc ça existe, c'est un mot qu'on emploie pour tous les instruments, mais sur l'accordéon, ça se joue avec les boutons, et sur chaque instrument, ça peut être un peu différent. Et qu'on pouvait contrôler ces techniques et que on pouvait aussi contrôler en fait les modalités produites avec l'espace acoustique dans lequel on est. Donc, ce qui est assez cool. C'est des accordéons microtonaux. Oui, ce sont des accordéons microtonaux et qui ont aussi l'intérieur d'un accordéon, c'est un labyrinthe fabuleux avec des parties métalliques, des tiroirs, des armoires, c'est un vrai petit monument en miniature. Et il est vrai que tout ça joue pour pouvoir produire en fait quelque chose qui au final est un petit peu inhabituel pour un instrument acoustique. Donc en fait la pièce elle est construite sur des trajectoires qui sont données. Chaque trajectoire est constituée d'un certain type d'action que j'explique. Et c'est important parce qu'en fait, la partition, elle, ce qu'elle montre, c'est les conditions pour produire les effets et non pas les sons qu'on doit entendre. Donc c'est plus une partition des conditions du son que du rendu. Et le temps, il est marqué par en fait le temps des soufflets, qui n'est pas un temps anodin du tout, surtout quand on joue à deux. C'est un temps très précis, c'est pas un temps métrique, mais c'est un temps en fait très exigeant. Contraint. Oui.
Ah ouais, c'est sûr que l'enregistrement, on perd le phénomène acoustique d'une vraie salle quand même. Un petit Ah bah peu. oui. Ah, on est d'accord. Mais il y a quand même des choses que l'on Oui, ça perçoit. ressemble plus à des choses qu'on rapporte à d'autres, à de la musique électronique. C'est vrai qu'en situation concrète, c'est très Ouais. surprenant. Impressionnant. Ouais. Impressionnant Oui, parce que toi, tu l'as oui, j'ai entendu. entendu en concert. Et je pense qu'on va. Alors, on va peut-être terminer, comme ça, on va avoir des échanges, peut-être, s'il y a des Oui. questions, avec une pièce très récente pour orchestre et soprano, Oui, hein, qui a été créée en 2022. oui. Donc, je peux te dire quelques mots avant. Excusez-moi. Donc ça, c'est une pièce pour orchestre, qui est une commande de la BBC, qui a été donnée donc, en 2022. Donc dans cette pièce, j'ai repris c'est une pièce qui succède au Covid, hein, donc c'est très empreint de la tension et la sidération de ce moment-là. Et je tenais à tenir justement une sorte de, comment on était, d'apnée, Oui. on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui arrive. Et donc, dans cette pièce, en fait, les violons sont tous décalés. Non, pardon, c'est pas tous décalés. Il y a une section de violon qui est décalée en 12e de ton. Voilà, mon intention était aussi que la voix puisse à certains moments être vraiment au niveau des instruments. Donc, il y a des passages où elle est beaucoup plus articulée. Et tout le début, elle est vraiment Fondue, oui. très fondue. Oui, oui, très fondue. Voilà, et elle participe de cette modulation, cette intermodulation des sons présents. This